Et bonsoir à tous, bienvenue dans ces 2 heures d'infos avec vous, nos experts pour tout comprendre et vos questions pour aller chaque soir plus loin. Et elles seront sans doute nombreuses sur le départ de ce proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris, menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle ôte son voile à l'entrée de l'école. L'école contrainte à reculer. On vous pose la question, comment aider le corps enseignant? C'est le premier dossier d'infos de ce soir. Place nette XXL, au-delà de Marseille, 6 opérations antidrogue à Lille, Clermont-Ferrand, Paris et sa région. Alors communication, réelle efficacité, témoignage également dans un instant. Enfin, le gouvernement veut-il faire des économies sur l'assurance chômage? C'est une piste qui est au cœur du séminaire organisé à Matignon, alors que le gouvernement cherche à réduire son déficit qui dérape. Un déficit qui, chez les particuliers, s'appelle être dans le rouge. Vous voulez nous interpeller là-dessus? Eh bien, c'est Myriam, comme chaque soir, qui est votre interlocutrice. Bonsoir Myriam. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Évidemment, on vous répond, c'est votre outil. Vous avez ce QR code, vous prenez votre téléphone portable sur appareil photo, vous le visez et vous verrez un lien apparaître, vous cliquez dessus, vos questions arrivent directement sur ma tablette. On commence cette première tranche d'actualité sur ces menaces, l'école sous pression, pression sur les profs, sur les proviseurs, à l'école, sur les réseaux sociaux. Vous nous posez toutes vos questions par écrit, vous le savez, par audio, par vidéo, on prend tout. Et merci à nos invités d'être ici en plateau pour y répondre. Voilà, le plus de voix possible, le plus varié possible. Philippe Beuchot, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes proviseur au lycée Carnot à Paris, secrétaire général du syndicat DENFSU. Voilà, j'ai réussi. C'était ma petite gageure de ce début d'émission. À vos côtés, Gwen Thomas Alves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union syndicale lycéenne et on a évidemment aussi envie d'entendre la voix des lycéens. Et puis avec et face à vous, Ludovic Mendes, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de la Moselle. Alors, comme chaque soir, on pose le débat en images pour lancer la discussion. L'école face à l'emballement des réseaux sociaux, c'est aussi l'une des clés de ce proviseur qui préfère partir face à des menaces de mort dans cette cité scolaire du 20e arrondissement. La parole des enseignants se heurtant souvent à celle des élèves. Florence Steele. Des raisons de sécurité. C'est ainsi que le proviseur du lycée Maurice Ravel justifie son départ dans une lettre adressée aux enseignants, élèves et parents. C'est triste pour le proviseur aussi, je pense, parce que tout le monde s'est beaucoup monté contre le proviseur. Je pense que c'est regrettable. C'est sa manière de penser. Peut-être qu'il a des choses à se reprocher, ou peut-être que non, peut-être qu'il a juste peur. Depuis fin février, le proviseur était menacé de mort sur les réseaux sociaux. Le 28 février dernier, une altercation avait éclaté avec une élève à qui il demandait de retirer son voile. Des versions contradictoires circulaient depuis dans l'établissement. Le proviseur, il l'a attrapé comme ça. Il lui a crié 1 fois, 2 fois. Elle n'a pas voulu l'enlever toujours. Tu l'as vu ça? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai des amis qui m'ont tout raconté en détail. Et du coup, il l'a chopé. Et ça n'a pas plu à la fille. Le proviseur n'a pas frappé une élève, il a simplement demandé à une élève de BTS qui traversait la salle d'enlever son voile, tout simplement. Pour soutenir le proviseur menacé, la ministre de l'Éducation nationale s'était rendue dans l'établissement le 5 mars dernier. Des mesures de protection avaient été annoncées envers le fonctionnaire. Pour certains syndicats, l'action du gouvernement n'est pas suffisante. On se rend compte que sur le terrain, les chefs d'établissement, comme l'ensemble des personnels, vivent un sentiment d'impuissance, se sentent en insécurité et derrière, pour les chefs d'établissement, ont l'impression d'être ni plus ni moins que des fusibles envoyés en première ligne et souvent se sentent abandonnés par leur hiérarchie. Le parquet vient d'annoncer que la plainte déposée par la jeune fille accusant le proviseur de l'avoir violentée vient d'être classée sans suite. Et on retrouve Mohamed Mezrahi. Bonsoir Mohamed, vous êtes à Matignon où le Premier ministre veut recevoir le proviseur de Maurice Ravel, l'homme qui a préféré démissionner.
Exactement, discrétion assumée de la part de Matignon. Gabriel Attal qui reçoit peut-être même en ce moment le proviseur du lycée Maurice Ravel qui a quitté ses fonctions après avoir été menacé de mort. Je vous le disais juste à l'instant, le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé après l'Assemblée et le Sénat aux alentours de 16h30 ici à Matignon. C'est en tout cas ce que nous a fait savoir l'entourage du Premier ministre à la mi-journée. Un ajout de dernière minute qui s'est inséré dans ce gros planning très chargé du Premier ministre aujourd'hui avec ce séminaire gouvernemental ce matin, puis les QAG cet après-midi au Sénat. L'ancien ministre de l'Éducation nationale veut faire de la laïcité à l'école une priorité. La lutte contre les atteintes à la laïcité reste la ligne du Premier ministre. C'est en tout cas ce que nous assure son entourage aujourd'hui, en ajoutant qu'il était important de marquer sa solidarité avec le proviseur et toute la communauté éducative. Accepter qu'un enseignant ait peur d'enseigner, c'est une défaite pour la République. Et cette phrase de Gabriel Attal avait déjà été prononcée le 13 mars dernier. Le Premier ministre avait même promis des cellules d'appui pédagogique aux professeurs pour les enseignements sensibles, tout en affirmant que la laïcité à l'école est aujourd'hui plus menacée que jamais. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, qui participe aussi à ce rendez-vous, s'était rendue début mars au lycée Maurice Ravel pour soutenir elle aussi le proviseur à l'époque, avant de déclarer, je cite, qu'elle déplorait ces attaques inacceptables. Merci beaucoup Mohamed, vous intervenez quand vous voulez, s'il y a des réactions, si on en sait un peu plus sur ce qui sera dit entre les deux hommes. Philippe Beuchot, je me tourne vers vous, monsieur, proviseur donc au lycée Carnot et représentant de votre syndicat, sur ce que disait Gabriel Attal, cité par Mohamed Mezrahi à l'instant. Quand on accepte qu'un enseignant ait peur d'enseigner, c'est la République qui recule. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en ce moment ? Alors, un enseignant qui ait peur, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que faut pas oublier que à la fois les enseignants et les personnels de direction et tous les personnels de l'éducation nationale sont des représentants de l'État. Donc, ce sont des personnels qui sont chargés de mettre en avant et de défendre les valeurs de la République. Donc ça, on peut pas avoir peur de défendre notre République. Donc, pourtant, c'est ce que dit votre collègue, en tout cas dans le message envoyé à ses équipes, c'est que les menaces devenaient trop fortes. Bien évidemment, et ce qui s'est passé là, alors je le commenterai pas dans les faits précis puisque je n'ai pas les éléments pour bien sûr intervenir sur ce sujet-là. Il n'est pas acceptable que le collègue ait été mis en difficulté dans l'exercice de sa mission, qui est une mission de défense de la République française. Donc ça, c'est absolument inacceptable. Et le gouvernement, pour ce point-là, l'a parfaitement soutenu. Et je crois qu'il faut qu'on maintienne ces lignes directrices de défense des valeurs de la République et en particulier de la laïcité. Alors, l'a parfaitement soutenu. Je me tourne vers vous, Ludovic Mendes. On a vu Nicole Belloubet, qui a été sur place quand les faits se sont produits, a annoncé son soutien absolu, monsieur le rappelait. Elle a dit un bouclier, on va mettre un bouclier autour de ce proviseur et de ses équipes, mais surtout de ce proviseur. Un bouclier qui a fait pchit, enfin qui n'a pas servi. Je peux pas laisser dire qu'il a fait pchit et qu'il n'a pas servi. Quand on a sa vie qui est mise en danger parce qu'on est menacé de mort, et je peux vous en parler parce que malheureusement ça nous est arrivé aussi à nous parlementaires et j'étais un des premiers à le dire, même si on est super bien protégé. Vous voulez dire par de la protection? C'est tellement fort. La protection physique peut être là, mais ce qui se passe sur les réseaux, c'est trop dur. Parce que même si on fait en sorte de pas les lire, je peux vous assurer que je vais sortir du plateau, il y a des gens qui vont potentiellement m'insulter ou même me menacer, parce que c'est tout le temps comme ça. Maintenant, quand vous êtes dépositaire de l'autorité publique, quand vous représentez la République, pour beaucoup de personnes, il y a une dérive. Et à force de recevoir ce type de menaces de mort ou ces insultes, on est humain et à un moment on se dit on arrête. Et je crois qu'il n'était pas très loin de la retraite et qu'il a pu se permettre de partir de façon anticipée parce qu'il se sentait mieux protégé comme ça, parce qu'il avait besoin de sortir de là. Même si on met le meilleur des boucliers de sécurité autour de ces enseignants, de ces directeurs d'établissement, des agents administratifs, ça n'apportera rien à l'impact psychologique que l'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on se bat contre le mauvais adversaire, c'est-à-dire que la menace, elle est réelle, mais elle est aussi virtuelle. La menace est réelle. Quand on voit qu'il y a des enseignants qui meurent dans leurs établissements parce qu'ils sont attaqués par des terroristes, la menace est réelle. Quand on voit que des enseignants, malheureusement, sortent de réunions parents-prof en pleurant parce que les parents se comportent mal ou que des élèves les insultent, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on doit absolument les protéger, que l'État, les recteurs, les syndicats essaient de trouver des solutions
commune pour permettre de mieux protéger. Mais tant que collectivement on n'a pas compris qu'on ne peut pas accepter que des parents se comportent mal devant une école, qu'on ait des enfants qui tiennent des propos, qu'on entend, qu'on le sait, mais qu'on les dénonce pas et qu'on n'accompagne pas ces dérives-là, alors on est dans cette situation-là. C'est une minorité d'enfants qui est mal accompagnée par des parents qui sont pas, pour certains, dans une tourmente et qui se sont enfermés dans un communautarisme religieux qui dévoie la plupart du temps la religion qu'ils sont soi-disant en train de défendre. Et ça, c'est une réalité qui a été remontée même au sein du FORIF en interne, donc le Forum de l'Islam de France, où ils ont créé une association justement pour lutter contre les dérives potentielles contre les personnes qui sont de confession musulmane en France et qui démontrent bien une chose, c'est que souvent c'est des dérives internes à des personnes qui se disent d'une certaine religion et qui ne respectent pas. Mais quand on est enseignant et que c'est du quotidien... Ouais, non, mais ça, j'entends non, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? Justement, c'est une globalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on le constate, on le fait tous, vague de haine. Il y a un monsieur qui craque, qui a fait sa carrière en partie en Seine-Saint-Denis, qui a été confronté à des situations difficiles. Ces derniers temps, regardez le nombre d'alertes à la bombe que nous avons. Nos gamins, quand ils lisent les mails et qui voient des vidéos avec des têtes coupées, des choses comme ça, ils sont choqués comme les enseignants. Alors que même si ça n'arrive pas, c'est de la terreur, c'est une manière de faire, c'est du terrorisme intellectuel. Et on vit exactement la même chose dans les classes quand certaines personnes se comportent mal. Aujourd'hui, il n'y a plus pas de vague. On traite les cas un par un. Dans les écoles, c'est traité. Au rectorat, c'est traité. Là, c'est quoi ? C'est un échec quand on a un proviseur expérimenté qui démissionne ? Je viens de vous le dire, c'est pas un échec dans le sens où en plus mentalement, l'impact de la menace de mort que ça a sur vous, sur vos proches, sur vos amis. Ça, je le conteste tout ça fait que automatiquement, on se dit, on va basculer en disant, je préfère sortir du système parce que je veux me protéger et j'ai peur pour mes proches. Et malheureusement, et je le répète, c'est une minorité. Et pour la majorité d'entre eux, ils ne passent pas à l'action. Mais après ce qu'on avait vécu dans notre pays sur les 5 dernières années avec 2 enseignants qui ont été tués parce qu'ils étaient enseignants, ça peut permettre de démontrer qu'on a peur pour sa vie quand on est menacé sur les réseaux sociaux. Vous voulez réagir, monsieur ? Oui, je veux réagir parce que c'est pas. Je dis pas un échec de l'enseignant, hein, je dis un échec du système, mais le système où on voit qu'on n'arrive pas à protéger jusque-là. Le système ne peut pas protéger tous. Je veux dire, c'est vrai pour toute notre société. Les voitures restent des facteurs d'accident. Tout est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne sommes pas préparés à ce genre de situation. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement, un professeur, ce n'est pas son métier d'être prêt à affronter ce genre de choses. On sait que c'est potentiellement possible, mais qu'on n'est pas. Et on sort de notre zone de confort. Et là, on a obligatoirement des réactions qui sont peut-être pas des réactions rationnelles qu'on pouvait imaginer avant, parce que bien on est pris à défaut. C'est-à-dire un enseignant, quand il enseigne sa discipline, il est à l'aise, il maîtrise son sujet, il sait quelles questions vont être posées, comment il va réagir. Il est confronté à une atteinte à la laïcité, eh bien, il peut être désarçonné, ce qui est logique parce que ce n'est pas son métier. Et ce qui est important, c'est que cette laïcité... C'est pas son métier, mais on va faire réagir notre lycéen, mais c'est ce qu'on vous demande aussi par la loi maintenant, aujourd'hui. La loi, elle a 20 ans, quand même. Mais qui a été renforcée, je veux dire, avec des... Non, il a été réaffirmé. Voilà, ok. Oui, alors, si vous voulez. Monsieur, qu'est-ce que votre réaction, déjà peut-être générale, mais plus précisément sur ces menaces, peut-être verbales, mais aussi sur les réseaux sociaux, des jeunes ou de jeunes vis-à-vis de ce proviseur? Non, nous, pour le coup, déjà, une réaction très simple, c'est qu'on condamne fermement les menaces dont a fait l'objet le proviseur du lycée Maurice Ravel. Aucun personnel de l'éducation nationale, aucun enseignant, aucun agent ne doit être confronté à ce genre de situation. Donc, évidemment, on le condamne fermement, c'est la première chose. Et maintenant, il y a des solutions, en fait, pour contrer ça. La solution, comme vous dites, monsieur le député, c'est pas de stigmatiser comme vous faites tout le temps les musulmans. La solution, c'est d'avoir des cours. Pour comprendre la laïcité, c'est simple. J'ai pas l'impression qu'il est stigmatisé les musulmans. Quand vous dites qu'il y a des problèmes de communautarisme et que vous pointez directement à des musulmans, c'est un problème. Il y a une solution qui est très simple, monsieur, c'est de faire des cours. Il n'y a pas de cours d'éducation sur la religion, parce que je pense qu'on va avoir un débat qui va être bien plus compliqué que vous ne le pensez. Je peux vous assurer que sur ce sujet-là, je ne peux jamais dire que je stigmatise qui que ce soit. Alors, je rappelle, le principe de l'émission, c'est quand même d'être pédagogique, de ne pas être là pour l'affrontement pur. Et je rappelle ce qui s'est passé. C'était 3 jeunes filles qui sont arrivées devant Maurice Ravel. Elles portaient toutes les 3 leur voile. Le proviseur a demandé à toutes les 3 de retirer leur voile, puisque c'est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans l'enceinte d'une école de la République. 2 l'ont accepté. La 3e
a refusé. Voilà, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs. C'est ça. Et donc il y a eu une altercation avec une des étudiantes. Elle dit avoir été bousculée. L'affaire a été classée effectivement sans suite parce qu'il n'y a pas eu La police trouve qu'il n'y avait pas de fait probant. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas surtout ça n'a pas entraîné une interruption de travail pour le coup. Donc on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Enfin, ça a été classé sans suite parce qu'il n'y a pas eu de vraie violence physique. En revanche, on ne sait pas ce qui s'est passé. Premièrement. Et deuxièmement, si on veut pouvoir. Il y a des témoignages contraires, quoi. Les enseignants disent que c'était c'est parole contre parole. Mais est-ce que ça, c'est pas. Pardon, mais est-ce que ce parole contre parole, il est très fructueux? Ma question est biaisée dans une situation aussi grave que celle-là. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, j'entendais quelqu'un ce matin qui disait quand la laïcité comme ça est en quelque sorte attaquée dans un établissement, est-ce que tous les acteurs de l'éducation et même au-delà ne devraient pas descendre dans la rue en disant ça c'est pas acceptable, la laïcité c'est un fondement de la République et tout le monde doit la respecter, des enseignants jusqu'aux lycéens? Bien sûr, non, mais nous on est des fervents défenseurs de la laïcité, de la séparation entre les religions et l'État, ça va de soi. Mais ça, par contre, il faut l'apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de cours de MC. Si la laïcité, c'est une notion qui a été perdue depuis plusieurs années dans les lycées, dans les collèges, c'est parce qu'il n'y a plus de cours de MC. Si on veut que la laïcité soit respectée, on fait des cours et à partir de là, tout ira mieux. Mais ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas à être entendu et il faut que les personnes qui font la loi, les députés, puissent refaire appliquer la loi parce qu'il y a des cours qui sont prévus pour ça, mais qui ne sont pas appliqués par les enseignants par manque de temps. EMC, c'est éducation civique. Enseignement moral et civique, pardon. Ouais. Il n'y a plus d'enseignement moral et civique. Si. Alors après, on n'est pas présent dans la classe. Alors si, le cours, il est posé dans les emplois du temps. Bien. Il est posé. Après, ce qu'en font les enseignants, ça c'est autre chose. Mais ce qui est important, on voit bien ce débat, et je voudrais pas qu'il dérive sur le côté religieux, parce que c'est justement pas ça le problème. C'est-à-dire la laïcité, elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet, si elle est appliquée pleinement et parfaitement, de laisser la liberté totale de conscience à chacun. C'est-à-dire de croire, de ne pas croire en ce qu'il veut, comme il veut. Et on met ça à la porte de l'établissement scolaire et on consacre son enseignement à former des citoyens. Ça, c'est important. Et que le débat ait lieu. Il ne faut pas confondre laïcité et ne pas parler des sujets. Il faut parler de ces sujets-là, mais il faut les parler de manière dédramatisée, de manière ouverte et surtout en respectant les choix et les positionnements de chacun. C'est là que ça pose problème dans cette histoire-là, parce que on voit bien qu'il y a eu des réactions de la part de personnes qui ont voulu stigmatiser. Et il ne faut pas stigmatiser, je ne pense pas. Le cas que vous avez présenté du lycée Maurice Ravel, je n'ai pas les détails. Donc je ne rentrerai pas dans le débat parole contre parole puisque c'est stérile. En revanche, on est confrontés tous dans les établissements à des tentatives d'atteinte à la laïcité. C'est mesuré. Puisque si vous vous rappelez en septembre avec les mesures rappelées sur l'abaya sur 12 millions d'élèves, il y en a eu 67 cas de refus, donc c'est quand même absolument dérisoire. Et dans la majorité des cas, quand on est confronté à un problème là, l'élève obtempère, enlève son voile. Bon, il peut y avoir un jeu de provocation, mais bon, des adolescents qui provoquent un peu, ça, je veux dire, on a été adolescents et là-dessus on peut l'entendre dès l'instant où ça tombe pas dans quelque chose qui devient malsain et qui oppose les uns aux autres. Je veux dire, dans des établissements, il y a toutes les communautés, et toutes les religions, elles sont présentes à des hauteurs qui peuvent être importantes. Et ça peut très bien se passer si on a mis tout ça à l'entrée et qu'on a un débat serein. C'est ça qui est important. Et les moyens qu'on doit mettre en œuvre, c'est les moyens d'un débat. Et je rejoins le président de la Fédération des élèves sur le fait qu'il faut de la formation, il faut des cours qui le permettent. Le gouvernement a prévu éventuellement d'accompagner, parce que ce n'est pas simple. C'est pas de faire un cours et un débat sur la laïcité, sur ce. C'est quand on est confronté à des réactions qu'on maîtrise pas et dont on ne s'attend pas. Et c'est ça. Et donc là, il nous faut des outils, évidemment. Excusez-moi, je suis peut-être un peu long. Non, mais pardon, quand vous dites ça, je repensais à ce qui a été présenté dans la chronologie comme aussi le déclencheur et l'incompréhension qui a conduit à la mort de Samuel Paty. C'était aussi un travail sur la laïcité et sur les caricatures. Tout à fait. Donc on voit à quel point c'est compliqué de faire cet enseignement-là. Il faut convaincre que l'école est un lieu où on peut parler de tout, dans le respect de tout, et où on ne prend pas une position, pas de prosélytisme. L'école n'est pas un lieu de prosélytisme.
C'est un lieu d'éveil, un lieu où on apprend, un lieu où on devient un adulte à part entière. Et c'est pour ça que les débats sur l'université ne sont pas les mêmes que jusqu'au lycée, parce que la loi de 2004 ne s'applique pas dans les universités, parce qu'on est adulte pleinement et qu'on n'est plus simplement dans l'éveil de la conscience. Mais je rappelle que depuis... Qu'est-ce que le législateur pourrait faire de plus? Je pense que c'est ça aussi qui intéresse les gens qui nous regardent. On parle de protection. Je rappelle, on a un proviseur qui est parti, qui part. Vous rappeliez vous-même, monsieur, les enseignants qui ont perdu la vie dans le cadre de leur métier. Qu'est-ce que le législateur, en plus de protéger, comme le disait Madame Belloubet, avec des gardes du corps, qu'est-ce qu'il peut faire de plus sur ce sujet de société-là? On a déjà fait beaucoup de choses sur ce sujet. Est-ce qu'il doit faire quelque chose de plus? On peut toujours faire plus, mais faire en sorte que le quantum de peine soit de plus en plus important, mieux accompagner à la transformation. Alors là, je crois qu'on a surtout un besoin d'échange, parce qu'il y a des cellules d'écoute qui ont été mises en place dans les rectorats suite aux différents troubles qu'on a pu connaître au sein de l'éducation nationale. Il y a des cellules contre le harcèlement, il y a des cellules pour la laïcité. Tout ça, il y a des référents qui ont été nommés, qui sont formés, qui vont former leurs collègues. Alors certes, ça prend du temps, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes mobilisées, il y a peut-être des choses encore à revoir. Moi, je suis sur un territoire concordataire, donc je peux vous parler aussi de l'histoire de la religion à l'école. Donc il y a tous ces débats qui sont compliqués. J'ai rendu au nom de Jean Castex un rapport sur les actes anti-religieux où on a parlé aussi de l'école, parce que la laïcité, c'est de garantir les mêmes droits pour le croyant et le non-croyant. Et je pense que parfois, le politique parle trop de religion et le religieux parle trop de politique. Il y a aussi ces réalités-là. Mais je rappelle que quand on parle d'enfants, ils ne sont que le reflet des personnes qui les accompagnent, souvent des parents, leurs propres parents, ou un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante, un voisin, qui lui met tout ça dans la tête. Et quand il se comporte mal, c'est parce qu'il est élevé de cette façon-là. Donc il y a un travail d'accompagnement et d'éducation à faire aussi dans nos communes avec ce que l'on fait. C'est pour ça que je parle du FORIF, toutes les associations qui sont créées aujourd'hui autour de ces lieux de prière pour n'importe laquelle des religions, parce que là on parle du FORIF, parce que là c'est un problème en lien avec des personnes qui sont de confession musulmane et qui l'ont revendiqué. Et qu'on soit clair, je stigmatise personne, bon, au contraire, mon travail a toujours été de démontrer que chacun avait sa place dans notre société. Je dis juste que ces personnes, elles sont éloignées de la réalité de ce qu'est leur religion, parce qu'elles sont malheureusement mal accompagnées, et on essaie de les accompagner sur le territoire. On donne les moyens, on lutte contre toutes ces associations qui dévoient la réalité de la laïcité et de la religion. Tout ça, ce sont des choses qui sont mises en place sur les dernières années. Ça prend encore un peu de temps, mais le travail qui est mené même par Gérald Darmanin pour fermer ces lieux de culte, fermer des lieux qui ne sont pas simplement des lieux de culte, mais aussi de consommation du quotidien, des kebabs et autres, c'est pas pour le plaisir qu'on le fait, c'est pour protéger les concitoyens face à une dérive, et je le répète encore une fois, d'une minorité qui fait très très mal à notre pays. Gwen Thomas Alves, est-ce que, au-delà du syndicat, entre lycéens, comment on aborde ce sujet-là du respect de la laïcité à l'école? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mobilise, sur lequel vous pouvez apporter peut-être des idées nouvelles? Et est-ce que, deuxième partie de ma question, est-ce que vous défendez peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à l'autorité, par exemple, des professeurs? Est-ce qu'on se permet aujourd'hui de reprendre un proviseur, de reprendre un professeur, de menacer un professeur quand on n'est pas d'accord? Je veux dire, on entend beaucoup respect, etc. Est-ce que ça, c'est un phénomène de société aussi qui participe à ce qu'on voit aujourd'hui? Non, des idées, je pense que, il faut prendre le sujet à l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire après l'atteinte à la laïcité. Il faut regarder ce qu'on peut faire avant. Et ça, avant, ça va être de la formation, de la pure formation. Alors, je pense pour les enseignants et pour les personnels de direction aussi. Après, moi, je représente les lycéennes et les lycéens. Donc, ce qu'il faut, oui, c'est des cours sur la laïcité. Et après, viendrait la question de si jamais il y a encore des cas et d'atteinte à la laïcité qui se font, effectivement, il faut voir comment on peut y faire face. Mais ce qui est important c'est important de pouvoir vraiment faire avant ce qui se passe. Et ensuite, pour votre... Mais vous, c'est des valeurs que votre syndicat dit que c'est des valeurs qui peuvent intégrer uniquement par des cours sur la laïcité. Il faut absolument apprendre la laïcité à l'école. On arrive à l'école en... rôle. L'école est là pour former les citoyens de la République. Et la République, c'est la laïcité. Donc, je pense que c'est son rôle, évidemment, oui. Et après, pardon. Et après, non, c'est un débat qu'on a et qui est très simple en réalité. C'est-à-dire que, quand on sait que la laïcité, c'est le respect des croyants et la division entre la religion et l'État, quand on connaît un peu plus après l'aspect historique, on comprend très bien et on est favorable à la laïcité. Nous, et quand vous voyez tous les problèmes, tous, en tout cas les problèmes qui ressortent, Dominique Bernard, son assaillant, voulait absolument le voir lui parce que ça a été son professeur d'histoire, me semble-t-il, et qu'il avait évoqué ces sujets. Samuel Paty, je l'ai dit, il faut des cours de laïcité, mais quand on essaye d'enseigner la laïcité, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez porter, vous, comme parole aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Il faut commencer dès le plus jeune âge. La laïcité, ça peut pas se faire avec directement un cours sur les caricatures, parce que il faut que ça commence avant et qu'on explique dans un premier temps qu'est-ce que c'est la laïcité pour ensuite pouvoir s'améliorer. C'est comme les mathématiques, on va pas directement apprendre à faire le théorème de Pythagore.
On apprend déjà à manier les nombres. Ben, c'est pareil avec la laïcité. Il faut que ça s'apprenne avec un programme qui se fasse en éducation morale et civique sur le long terme et dès l'école primaire. J'imagine que vous avez beaucoup de questions sur ce premier thème qu'on vous propose et sur lequel on va vous répondre, Myriam, à savoir le départ de ce proviseur de la cité Maurice Ravel suite à des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Vous avez ce QR code, c'est votre outil, vous pouvez poser vos questions en direct, elles arrivent sur cette tablette. Et évidemment, je vous les pose. Nicolas qui vous demande, est-ce que les professeurs sont soutenus par leur hiérarchie ou c'est le pas de vague ? Il y a un film en ce moment au cinéma qui sort aujourd'hui, qui porte ce nom d'ailleurs. Avec François Civil, n'est-ce pas ? Si je peux me permettre de répondre, tenter de répondre. Non, le pas de vague, c'est fini. Alors, c'est compliqué parce que à partir de quel moment on fait remonter un fait, c'est un problème de curseur et de limite à partir de quand on déclenche. Pardon, je vais être très mal poli, mais pas de vague. Le proviseur dit dans le mail à son équipe je m'en vais parce que je ne supporte plus ces menaces. Et le message de la hiérarchie, c'est il était près de la retraite, c'est un départ anticipé. C'est pas du pas de vague, ça ? Je pense pas. Je pense que. Alors, je sais pas dans quel contexte chacun a écrit son message et c'est pas l'objet parce que là c'est de la communication et on essaye de protéger le collègue, on lui a donné des choses qui peuvent paraître divergentes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que le collègue, oui, s'est senti sans doute et je sais pas ce qui se passe dans sa tête bien évidemment, il a voulu se protéger et je respecterai ça. Et je crois pas que le problème soit dans la forme du pas de vague. Ce qui est compliqué, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est lorsque le personnel de direction sort de sa zone de confort, qui est celle pour laquelle il a été formé. Donc après, il y a des réactions. Et donc le soutien de l'institution, et c'est pas dans les moments comme celui pour lequel on est là aujourd'hui, qu'il y a une défaillance de soutien de l'institution. C'est-à-dire que l'institution, dans ces cas-là, bien sûr, elle fait bloc contre l'attaque, contre les menaces. En revanche, derrière, il y a une situation qui perdure depuis de nombreuses années, qui font qu'il y a quand même une grosse diminution des moyens dans les établissements scolaires, qui conduisent à ce qu'on délègue des choses à des gens dont c'est pas le métier. Monsieur tout à l'heure disait, monsieur le député disait qu'il y avait des formations, on désignait des référents. Oui, on va me désigner moi référent sur un sujet. J'aurais eu un après-midi de formation. C'est pas ça qui va permettre de réagir. En revanche, il nous faut davantage de personnel qui sont pas dans les établissements, qui sont pas dédiés à l'enseignement, mais qui sont dédiés à gérer ce genre de choses et à accompagner. C'est-à-dire quand un enseignant fait un cours de MC, parce qu'il y en a quand même des cours de MC, il y a des débats et où ça se passe mal. Il sort, il est retourné, il est choqué, et il rentre chez lui et il est tout seul pour gérer cela. Il n'y a personne pour l'accompagner à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que l'institution s'en moque et ne veut pas de vague et ne veut pas le traiter. Simplement que matériellement, c'est juste pas possible. Chaque enseignant n'a pas le numéro de téléphone du ministre pour être tenu. Alors, sans avoir le numéro du ministre, c'est trois autres questions qui pourraient prendre la suite de celle-ci. Pourquoi, nous demande Geneviève, cette lycéenne n'a pas été... Alors, elle n'était pas lycéenne, je crois que c'était un BTS. C'est une étudiante, mais alors c'est bon à rappeler parce que dans l'enseignement... Étudiante en BTS, me semble-t-il. Pourquoi cette lycéenne n'a pas été renvoyée, mais c'est un BTS, n'a pas été renvoyée par rapport à cette provocation? Est-ce qu'il ne faut pas être plus ferme s'il y a un manquement à l'autorité, un refus d'obtempérer? Je ne sais pas quelles décisions ont été prises, mais pour moi, elle a été écartée de l'établissement. De toute façon, elle n'est plus dans l'établissement, d'après les informations que j'ai. Et là, c'est la réaction. De toute façon, on a des procédures. C'est-à-dire que dès l'instant où il se passe un incident, on est dans un état de droit. Et il y a des procédures et elles sont respectées, elles sont étudiées. Donc ça c'est une réaction, mais en normalement il y a ce qu'on appelle une mesure conservatoire qui est prise. Je voulais juste préciser une chose, c'est-à-dire que il y a une ambiguïté dans l'état d'esprit et pas dans la loi des gens, c'est que l'enseignement supérieur n'est pas concerné, comme l'a dit Monsieur le député, par la loi de 2004, mais les formations supérieures qui sont dans les lycées d'enseignement secondaire sont concernées par cette loi. Comme il est interdit de fumer aussi parce que c'est un lycée ou un collège. Mais je voulais juste rebondir, si vous me le permettez, sur ce que vient de dire le secrétaire général du syndicat, c'est que vous avez raison sur un point, c'est une proposition que j'avais fait à Jean-Michel Blanquer à l'époque, c'est faut qu'on puisse faire sortir
ces sujets de l'école. Il est compliqué parfois, même dans une salle de prof, parce que on est humain, on n'est pas obligé de toujours s'entendre, même en équipe pédagogique. Il est parfois compliqué de pouvoir expliquer à son collègue qu'on a eu des difficultés, parce que lui-même n'est peut-être pas la réponse. De trouver une solution extérieure, avec des personnes avec qui on peut échanger, dialoguer. Il y a un besoin de dialogue qu'on n'a peut-être pas toujours au sein de l'éducation nationale. Non pas qu'on ne veut pas dialoguer. Il y a toutes ces instances dont on parle qui sont mises en place justement pour cela, mais parce que parfois on a besoin d'avoir un regard extérieur. Et puis il faut qu'on accepte aussi, c'est ce qui est assez compliqué. Et à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem, après les attentats de 2015, qui s'était battu pour ça, qu'on fasse entrer aussi dans l'école le monde extérieur. C'est important qu'on puisse avoir un échange et de rappeler que la société, même si l'école est un sanctuaire, la société a aussi sa place au sein de l'école et qu'elle peut débattre, intervenir sur ces sujets de discrimination, de laïcité, parce qu'il y a un besoin d'accompagnement des élèves, des enseignants aussi. Parce que on oublie aussi, c'est que certains enseignants ont des croyances et que parfois pour eux c'est aussi compliqué de pouvoir s'exprimer sur des thématiques en faisant abstraction de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc on doit le prendre en considération, même s'ils le font toujours très bien. Ils ont besoin d'être accompagnés par des personnes extérieures. Ils ont besoin d'espaces de dialogue extérieur qui n'existent pas toujours. Et ça, c'est un gros complexe. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre à chacune. Comme ça, on en met le maximum si vous voulez bien. Peut-être la proposition de Younous. Pourquoi pas mettre entre parenthèses la laïcité au lycée, dit-il, et faire une exception à ce stade de l'éducation, tout en sachant qu'au lycée, nos ados deviennent des adultes grandissants. Au Canada, ça marche très bien. Que pensez-vous de cette proposition ? Le Canada n'est pas comme nous. Alors, personnellement, j'y suis pas du tout favorable. Je l'ai dit tout à l'heure. La laïcité, c'est pas combattre les croyances et combattre les positionnements. C'est justement mettre ce débat-là à l'extérieur de l'établissement pour pouvoir se construire sur des valeurs et des échanges divers. C'est-à-dire que on présente tout. C'est-à-dire que on parle de l'histoire des religions. On peut parler des religions, mais on fait pas de prosélytisme. Et la laïcité, c'est bien de ne pas permettre l'expression visuelle et dans les propos de son appartenance et de ses croyances. Mais c'est intéressant donc pour tout le monde. C'est-à-dire c'est intéressant pour celui qui a une croyance. C'est-à-dire que ça le protège. On sait bien qu'il y a des attaques contre des religions, l'antisémitisme, l'islamophobie. Enfin, c'est des choses qui existent. Et l'école doit pas être le lieu de cela. Donc, la laïcité permet à chacun de garder ses croyances, de garder ses convictions, mais d'avoir un débat constructif sur la société. Gwen, une exception pour les lycéens ? Non, je suis pas. En prenant l'exemple canadien, en disant que c'est un âge où on grandit, où on se forge des convictions, on a besoin de s'exprimer. Bon, peut-être que les Canadiens y arrivent, mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nos lycées. C'est-à-dire que, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que de la maternelle au lycée, on est soumis à la laïcité, on est soumis quand on entre au lycée, effectivement, on est plus un religieux, on n'est plus de confession de je ne sais quoi, on devient juste un lycéen, une lycéenne. Et donc je pense que ça, il faut le garder. Non pas parce qu'on pourrait se faire influencer au lycée, ça j'y crois pas pour le coup. En primaire, pourquoi pas, mais au lycée j'y crois pas, mais juste parce que pour apprendre les bases de ce que c'est la République, ce qui est le rôle de l'école, il me semble que c'est important de pouvoir laisser les religions à côté et de pouvoir se concentrer sur qu'est-ce que c'est la République. En revanche, dans l'enseignement supérieur, on n'apprend pas ce que c'est la République, on apprend à se former sur un tel ou un tel sujet. Donc là, ça va de soi. Les religions sont évidemment tolérées, je pense. La question, Nicolas, y a-t-il des atteintes à la laïcité également avec les juifs et les chrétiens ? Oui. Partout, pour toutes les religions. Oui, dans toutes les religions, à titre personnel. Il y a moins d'un mois, j'ai demandé à une jeune fille de retirer des boucles d'oreilles. Elle avait des croix aux oreilles. Elle a discuté. Elle a fini par obtempérer, mais pas plus vite ni moins vite que quelqu'un qui arriverait avec un voile. Donc oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important la laïcité. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas un élève avec une kippa, on n'accepte pas des élèves avec des croix, ni même des enseignants. Donc oui, la laïcité, c'est pour tout le monde. Et par des athées aussi, parce que certains nient l'existence des religions. Donc en fait, ce n'est pas simplement dû à une religion. C'est pas une histoire de communauté religieuse, c'est une histoire de personnes et de la manière dont ces personnes sont malheureusement accompagnées parfois par des parents ou les adultes qui les entourent. Et même au lycée, malheureusement, on a tous fait des choix au lycée qu'on ne ferait peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on est encore dans cette évolution-là et qu'on n'a pas pris encore la température du monde qui nous entoure correctement. Alors Tom a une question pour vous, elle est un peu plus politique. Comment cette majorité a encore une crédibilité sur la défense de la laïcité après le fiasco du fonds Marianne, demande-t-il ? Je pense que cette personne a juste envie de chercher la polémique et la réalité c'est que tout le travail que nous avons fait
et avec les prédécesseurs, parce que c'est pas simplement une majorité. On rappelle peut-être le fonds Marianne, oui. C'est un fonds qui avait été qui dotait des associations pour la laïcité, et c'est Marlène Schiappa, me semble-t-il, qui avait été accusée d'avoir favorisé, d'avoir financé davantage telle association par rapport à une autre. On ne peut pas dire que ça n'ait pas marché pour autant, et je crois que la laïcité, c'est un combat qui est beaucoup plus vaste que celui-ci. Les lois que nous avons votées sous cette majorité depuis 2022, celle de 2017, mais aussi les gouvernements précédents, parce que ce n'est pas juste une majorité, c'est un ensemble de majorités qui font que la République continue à exister et avance. Et malheureusement, quand la laïcité est autant dévoyée dans les deux sens, on doit se battre. Je laisse cette question polémique à cet auditeur, si ça l'amuse. Ils sont quand même passés en audition devant les parlementaires, les Français sont plus regardés, donc la question elle est quand même. Est-ce qu'on peut remettre en question l'ensemble d'un projet? Comme je dis toujours, et moi je l'assume pleinement, c'est pas parce qu'une personne fait une erreur qu'on doit remettre l'ensemble de l'opprobre sur l'ensemble de la communauté. Ce que je veux dire, c'est que Tom a le droit de poser sa question. Oui, je dis pas qu'il n'a pas le droit. Je défends mes téléspectateurs. Je trouve que c'est pas la question la plus adéquate là dans le débat que nous avons. Bon, mais Tom, mais merci d'avoir répondu. Yves vous demande quels sont les impacts les plus significatifs des réseaux sociaux sur le paysage éducatif actuel et quelles mesures les écoles envisagent-elles pour répondre à ces défis croissants? Moi, j'ai essayé de poser la question au début, j'ai pas eu de réponse très claire, donc merci Yves de la reposer. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, face aux réseaux sociaux? Alors, le problème, c'est que les réseaux sociaux, on sait tous l'impact négatif qu'ils ont sur notre fonctionnement, mais pas que à l'école, hein, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Que peut-on faire un petit chef d'établissement et même un Premier ministre, il a du mal à s'attaquer à ces géants, les GAFA. Mais est-ce qu'il n'y a pas une éducation aussi Alors on le fait. Éducation à l'usage de ces réseaux? Alors là madame, dans quasiment tous les établissements, on a des actions de prévention à partir. Alors moi, ce que je connais, c'est le secondaire, donc à partir de la 6e, où des associations, que ce soit la CNIL, que ce soit des associations d'aide à l'enfance, etc., interviennent pour signifier et travailler sur les risques des réseaux sociaux. Le problème, et sur le risque qu'on encourt quand on harcèle, quand on menace, le risque judiciaire. Mais vous savez, quand on a 13 ans, la première preuve, c'est que des élèves de 6e qui ont 11 ans n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils y sont, et avec le cautionnement de leurs parents. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils y font du mal, mais si c'est normalement pas autorisé avant 13 ou 16 ans, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est influençable, c'est parce qu'on ne mesure pas obligatoirement les impacts, et ça c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que vous faites une intervention dans une classe ou à un niveau à un moment T, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures. Le message est entendu, on peut même donner des exemples, montrer les difficultés. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir animé des choses comme ça où les élèves disent « mais non, mais c'est pas possible ». Bah si, c'est comme ça. Et puis, ils ressortent, ils rebaignent dans leur réseau et c'est compliqué. Donc, c'est un travail plus culturel de société. Alors la nature de ces messages, ça provoque beaucoup de questions sur ma tablette, comme Nicolas qui nous dit les menaces de mort ou autres sont-elles également le fait d'élèves, c'est ça, de parents d'élèves. Voilà, de parents d'élèves. J'avais la même question un petit peu plus large qui était ici. De quel type de menaces s'agit-il? Surtout les menaces proviennent-elles des élèves ou des parents ou de tiers, principalement de visu ou en ligne? Non, on a de tout. Je me permets de répondre parce qu'on a de tout. Et le problème que nous avons, et nous l'avons vu avec plusieurs affaires qui ont fait la une de la presse quand on parle de sujets religieux sur les réseaux sociaux. Samuel Paty, on se souvient que c'était il y a eu tellement d'affaires. Le papa de la jeune fille qui se disait choqué, qui avait commencé à poster des messages sur Facebook. Il y a des parents d'élèves et des fois des personnes totalement extérieures. Et on a aussi des personnes à l'extérieur de notre pays qui entretiennent ce genre de choses dans des pays francophones. Ça a été démontré. On vient de voter une loi sur les ingérences étrangères. Il y a eu la loi de Paul Midi sur la sécurité numérique. On se bat contre l'anonymisation en fait des personnes sur les réseaux sociaux. Il y a les lois européennes. Donc, il y a tout un ensemble de sujets qui font qu'on est censé être mieux protégé. Mais quand on cherche à contourner, quoi qu'il arrive pour faire du mal à quelqu'un, on trouve des solutions. Le harcèlement aujourd'hui ne se fait plus simplement dans les établissements. Il se fait majoritairement à l'extérieur. Et vu que c'est public, des personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire intègrent le process et c'est ce qui fait encore plus de mal. Aujourd'hui, vous pouvez poser une photo sur les réseaux sociaux. N'importe qui d'entre nous, si une personne ne l'apprécie pas, il est capable de dire une insulte, de vous menacer, et ça peut s'enchaîner derrière. Et on voit même des personnes qui ont l'habitude de faire de la télévision, qui sont connues du grand public, qui vivent exactement la même chose. Tout le monde le dénonce parce qu'on a toujours, excusez-moi de ce terme, des pourritures sur les réseaux sociaux qui ne cherchent qu'une chose, c'est faire du mal aux personnes. Et on peut mettre la seule première chose qu'on doit faire, c'est porter plainte. Et malheureusement, il n'y a pas assez de dépôt de plainte. On peut le faire en ligne, c'est assez simplifié parce que justement l'État se bat très très dur
durement pour faire en sorte qu'on soit respecté et sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Il a porté plainte pour menace de mort. Oui, et c'est hyper important. Et je vous l'ai dit, moi je l'ai fait presque 60 fois à la fin du mandat précédent. Sur l'espace de 6 mois, c'est compliqué, c'est très embêtant, ça nous prend du temps, mais il ne faut rien laisser passer. À la moindre menace, à la moindre insulte, il faut dénoncer les propos, il faut signaler les propos et en même temps porter plainte si on est attaqué. Nicolas, les atteintes à la laïcité sont-elles plus nombreuses dans certains établissements ou c'est un phénomène généralisé ? Bon, il n'y a pas vraiment de statistiques. Il y a des établissements qui vont être plus compliqués parce que ça dépend aussi du contexte social dans lequel est implanté l'établissement. Après, des atteintes, il y en a un peu partout. Hein, je pense pas qu'il y ait d'établissement qui ait jamais été confronté à des atteintes à la laïcité. Après, c'est le volume, l'effet de groupe. Évidemment, si vous avez un contexte social de l'établissement qui conduit à une opposition de société, hein, c'est souvent ça aussi. C'est une manière d'exprimer une opposition à une société dans laquelle on ne se sent pas particulièrement intégré. Ça aussi. Hein. Dans les solutions, il y aura aussi à travailler sur la ghettoisation de certaines communautés. Donc il faut faire attention. Mais nul n'est à l'abri. C'est-à-dire que ça va pas être les mêmes, mais il va y avoir des atteintes selon le contexte, essentiellement social. Ça peut être différent. Peut-être Gwen Thomas-Alves ? Non, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de territoires où il y a des où il y a des atteintes à la laïcité pour le coup. Enfin, comme vous l'avez dit, ça arrive partout. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une vraie disparité pour le coup. Peut-être si dans les lycées privés où là je pense qu'il y en a pas, mais ce qui paraît logique pour le coup. Je suis pas si sûr. Vous n'en êtes pas si sûr. C'était 1034 cas l'année dernière. Oui. D'atteinte à la laïcité dans à peu près 500 établissements. Et donc c'est assez disparate. C'était votre collègue tout à l'heure dans une autre émission, qui avait eu, au moment de l'automne, il y avait eu une montée du nombre de cas, qu'on était monté à 1400. Suite au 7 voilà. octobre. Et puis on est retombé depuis à entre 300 et 400, qui constitue ce qui se passait dans les années précédentes. Donc après, il va y avoir des moments où il va y en avoir plus parce que l'actualité a réactivé. C'est-à-dire là, évidemment, on risque d'en avoir plus parce que on a réactivité des susceptibilité, on a donné des idées à certains qui veulent renvoyer des messages qui sont pas conformes à ce qu'on attend, et puis voilà. Mais ça retombe. Est-ce que c'est une spécificité française ou comme la question de Shkoun dans les pays européens voisins, y a-t-il le même genre de problème ? C'est un peu plus particulier. La laïcité à la française n'existe qu'en France. Voilà. D'ailleurs, le seul autre pays qui a à peu près une laïcité équivalente, c'est la Turquie, dans les faits, et plus simplement dans l'application. Mais on est un des seuls pays. Ça se traite pas de la même manière. Et dans beaucoup d'autres États autour de nous, comme l'Allemagne, par exemple, vu que c'est fédéral, l'école est gérée au niveau du land directement et pas au niveau de l'État. Donc il y a aussi des faits qui sont remontés parce qu'ils ont aussi des problématiques de leur côté. Mais le regard de la laïcité et les lois que nous connaissons en France ne sont pas les mêmes dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même comparatif, mais les problèmes, de religion, d'actes anti-religieux, de discrimination envers les religieux ou les non-religieux existent malheureusement partout. Et une étude vient de sortir de l'Union européenne sur le sujet, sur les actes anti-religieux et sur les actes faits par des religieux envers les athées. Donc ça démontre bien que c'est un ensemble de pays européens qui est concerné. On parle de la Roumanie, on parle de la France, on parle de la Hongrie, on parle de l'Allemagne, c'est partout, c'est généralisé, et les tensions internationales exacerbent en fait ces actes et ces attaques. Et c'est pour ça que quand on parle de laïcité, j'aime qu'on parle aussi de discrimination, parce que il y a aussi une forme de discrimination ou un sentiment discriminatoire parfois, alors qu'il n'existe pas. Quand on dit qu'à l'école il y a la laïcité qui s'applique de façon très stricte, c'est pas que on interdit les religions. La religion reste à la porte. Tout à l'heure avec c'est les hyper petites croix important au de le bout rappeler parce que tout le monde est concerné. Dernière question, Myriam. Musulman ou catholique. La question de Camille, qui vous titille un peu, pouvez-vous donner une définition claire de la laïcité ? Je suis sûre que vous n'arriverez pas à être d'accord sur le plateau. Oh, le challenge, dit-elle. Rapidement. C'est possible qu'on tombe pas d'accord sur ce qu'est la laïcité. Parce qu'après, il va y avoir les frontières, à quel moment ça s'arrête, à quel moment ça s'arrête pas. Pour moi, la laïcité, c'est simplement mettre tout en œuvre pour que chacun puisse avoir les convictions et les croyances qu'il soit, sans gêner, sans déranger et sans être en opposition avec les autres. C'est-à-dire, on a pour soi, on a des endroits pour débattre de cela, mais l'école, et il n'y a pas que l'école qui est laïque, la République, elle est laïque. C'est-à-dire que la laïcité ne s'applique pas qu'à l'école, ça s'applique à vous aussi, monsieur. Ça, c'est... Et à tout fonctionnaire. À tout fonctionnaire. Donc la laïcité, c'est ne pas utiliser les religions, quelles qu'elles soient, pour s'immiscer dans le débat de vie de notre société. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Vous avez relevé le challenge de Camille.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Philippe Beuchot, Ludovic Mendes et Gwen Thomas Alves d'avoir nourri cette première partie du 17-19.